discussion, on va parler des achats inclusifs. Et aujourd'hui, les achats privés, autant que les achats publics, dépassent le simple accès à un produit ou un service. Acheter, c'est en fait un moyen d'avoir un impact fort sur la société et c'est aussi un levier de transformation pour les entreprises et les structures acheteuses. Et aujourd'hui, pour aborder ce sujet des achats, on va accueillir 3 projets, 3 structures, 3 personnes qui ont su activer ces leviers de transformation, qui ont mis les achats inclusifs dans leur quotidien pour justement soutenir la relance économique et sociale. Je vous demande d'accueillir pour ce moment Inben Daoud, Christophe Dibi et Tarek Daher. Merci à vous 3 d'être présents avec nous en ce moment pour cette masterclass. Peut-être avant qu'on commence avec le vif du sujet, un petit tour de présentation. Bonjour à tous, Inben Daoud, directrice des achats pour Sodexo en France. Bonjour à tous, Christophe Dibi, je suis directeur de l'ESS 2024 et je représente l'association Les Canaux. Je suis ravi d'être ici. Bonjour, Tarek Daher, je suis le délégué général du réseau des régies de quartier, donc 131 associations qui interviennent dans les quartiers populaires et du monde rural un peu populaire. On va commencer ce sujet des achats inclusifs avec vous, Christophe, avec justement les Jeux Olympiques de 2024. Vous avez mis en place un grand projet, grande envergure pour soutenir justement ces achats inclusifs avec la mise en relation des structures inclusives et des acheteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Je n'étais pas tout seul à mettre en place, mais effectivement, je représente un certain nombre de partenaires qui sont à nos côtés au quotidien aujourd'hui pour animer cette plateforme. Donc la plateforme ESS 2024, qui a 1 an et demi, en plus maintenant, à force de dire 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans qu'elle est pleinement opérationnelle, et qu'on pourrait décrire comme étant l'opérateur des organisateurs des Jeux. Il y a 2 instances qui vont organiser les Jeux ici à Paris en 2024, le comité d'organisation Paris 2024, qui est une association qui est le bras armé et le représentant du comité international olympique à Paris, et puis la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est un établissement public d'État qui a été installé de manière un peu dédiée pour l'ensemble du champ des sites et des infrastructures qui vont être construits ou aménagés. Donc ça, c'est les 2 principales instances d'organisation des Jeux. Et elles nous ont mandaté avec un certain nombre de partenaires, l'association Les Canaux que je représente, et puis l'ensemble des têtes de réseau de l'ESS, de l'insertion, du champ du handicap, du monde coopératif, pour faire en sorte que tout ce tissu économique, inclusif, solidaire, puisse être de plein pied dans le dispositif d'organisation des Jeux. Et évidemment, ça demande de prendre un petit temps d'avance, c'est pour ça qu'on a démarré les travaux aussitôt par rapport au calendrier des JO, puisqu'on a 4 ans encore devant nous, mais ça fait déjà 2 ans qu'on travaille. L'idée étant que ce budget global, peut-être pour que vous ayez les chiffres clés en tête, le budget global d'organisation des Jeux de 7 milliards d'euros puisse bénéficier le plus directement possible, le plus en volume possible, à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et évidemment, pour qu'elles captent ces marchés, ça va être beaucoup des marchés publics, il faut qu'on puisse les informer, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on puisse le plus tôt possible essayer d'anticiper des dynamiques de rapprochement, de coopération avec des entreprises classiques, avec des gros opérateurs économiques un peu classiques, avec des filiales de grands groupes, avec des grosses ETI, avec des PME, pour faire en sorte que ces coopérations entre l'ESS et les acteurs économiques plus traditionnels ou plus conventionnels puissent accélérer leur développement et puissent aller gagner des marchés sur les JO. Parce qu'il va y avoir sur ce grand projet un effet un peu de rayonnement, un effet d'attractivité, il y a un effet d'accroche autour de ce grand projet évidemment. C'est un projet qui va concerner plus d'une 50aine de filières d'activité partout en France. C'est vrai que beaucoup des épreuves vont se tenir à Paris, mais en réalité la dynamique économique elle va irriguer véritablement tout le territoire national. Et donc on a là, avec ce grand projet, on a véritablement, de notre point de vue, c'est la conviction qu'on porte, on a un levier pour essayer d'accompagner l'accélération du modèle de développement de ces entreprises sociales inclusives. Alors évidemment, au-delà de l'ambition, ensuite il faut des objectifs chiffrés pour pouvoir ensuite suivre un peu l'avancement et essayer effectivement de mettre en œuvre ces ambitions et de produire des résultats concrets. Et donc on a obtenu sur une partie des 7 milliards d'euros que le fléchage vers les entreprises de l'ESS puisse être de manière assez précise, puisse être objectivé, puisse être chiffré. Je rentre un peu dans le détail, mais comme ça vous donne un peu le cadre de référence à partir duquel maintenant on active un certain nombre de travaux. Sur les 7 milliards d'euros, il y a 3 milliards d'euros qui vont concerner toute la partie dans le dur, toute
la partie des infrastructures. Assez peu de construction neuve, mais quand même un petit peu, et puis de la rénovation. Et donc 25% des 3 milliards sur l'ensemble des opérations de bâtiments de travaux publics vont être fléchés vers les entreprises de l'ESS. Entreprises de l'ESS, TPE et PME. Et donc c'est la première fois qu'on a des clauses aussi contraignantes, des objectifs aussi ambitieux, aussi volontaristes pour les entreprises de l'ESS. On a une clause sociale d'insertion plus classique, celle-là vous les connaissez, de 10% du volume horaire fléché vers les entreprises d'insertion. Donc vous voyez qu'on a des objectifs qui sont assez contraignants, qui vont nous permettre maintenant, avec cette plateforme, d'accompagner les entreprises de l'ESS pour atteindre les objectifs. On a des premiers résultats rapidement, même si l'horizon est à 4 ans, il y a déjà 5% des marchés qui ont été lancés, qui sont notifiés, qui sont attribués. Et donc sur les groupements qui sont attributaires, 15% des groupements lauréats, les 5 premiers pourcents de marché intègrent de l'ESS. Ce qui est assez inédit comme démarche. Alors, évidemment, 5%, c'est-à-dire qu'il reste 95%, vous avez bien compris. Donc c'est une première étape, ça n'est qu'une première étape, mais elle est positive, elle est prometteuse. Et donc on va pouvoir, avec l'ensemble des partenaires que j'ai rapidement cités, les têtes de réseau en particulier, on va pouvoir capitaliser sur cette première étape de travail pour continuer cette démarche, pour aller chercher le levier des achats de ce grand projet des Jeux, pour accompagner les entreprises de l'ESS à être physique déjà, mais aussi et surtout à structurer un peu mieux leur modèle de développement. Merci beaucoup Christophe et Tarek. Justement avec les régies de quartier, vous êtes lauréat de la plateforme ESS 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le modèle des régies de quartier qui justement s'appuie sur les achats inclusifs? Alors, bien sûr, on reviendra sur Paris 2024 sur la question d'après, parce que ce sera important justement de détailler comment on s'est trouvé dans ces groupements-là. Mais pour que ce soit clair sur ce que sont les régies de quartier, donc les régies sont des associations qui sont implantées sur des territoires fragiles. Ça fait une trentaine d'années que les régies de quartier existent. Et en fait, le modèle, l'idée un peu politique derrière, c'est de dire que des territoires fragiles, donc des quartiers populaires, des milieux ruraux un peu isolés, etc., doivent être considérés comme des biens communs. Et donc, à ce titre, personne n'en a la gestion et la responsabilité propre et unique et entière. Et donc, l'idée est d'essayer de gérer en commun ces territoires qui ont des difficultés particulières. Et donc, le projet Régie, il vise à mettre autour de la table 3 parties prenantes qu'on considère indispensables pour construire un vrai projet de territoire dans les quartiers difficiles, populaires et qui ont un peu de difficultés. Ce sont les habitants, évidemment, qu'on met en première ligne, ce sont les élus des collectivités et les bailleurs sociaux, donc les HLM. Et c'est avec ces 3 parties prenantes-là qu'on est capable d'avoir un véritable impact sur ces territoires-là. Une fois qu'on s'est dit ça, l'idée d'une régie de quartier, c'est de se dire qu'il faut que les habitants soient en charge de la gestion du cadre de vie et de l'entretien du cadre de vie. C'est en responsabilisant les habitants et en leur donnant les moyens d'agir, de travailler, d'intervenir, de porter des projets sur leur territoire et sur leur quartier que ce quartier vivra mieux et que ça lancera plein de cercles vertueux en cascade. Et pourquoi je commence là-dessus? Parce qu'en fait, l'idée, vous l'avez compris, c'est qu'il y a un partenariat assez fort entre l'association Régie de quartier, les villes et les HLM. Et comment se sont construites les régies de quartier? Elles se sont construites autour d'un modèle économique qui s'appuie sur le fait que les villes et les HLM sont convaincus, portent la conviction que, ah oui, c'est intéressant de faire travailler une régie de quartier sur l'entretien des espaces verts, le nettoyage des parties communes, la gestion des déchets dans le quartier, etc. Parce que c'est intéressant de proposer ça à un acteur local qui emploie des habitants des quartiers, et donc ce circuit court, on va essayer de le favoriser. Donc les régies, elles sont nées dans les années 90 avec ça, avec des conventions. Donc les acheteurs publics, à l'époque on ne parlait pas comme ça, mais avaient des conventions avec les régies, c'était très facile, il n'y avait pas de mise en concurrence. Mais il y avait une vraie logique de partenariat. Une ville et une société HLM avaient une convention avec la régie pour le nettoyage de toutes les parties communes, qu'elles soient faites par des habitants des quartiers via la régie de quartier. Est arrivé le droit européen, la mise en concurrence, les obligations des marchés publics, et c'est bien ça que le réseau a essayé de faire, c'est de traduire cette logique de partenariat qu'on avait entre des collectivités, des acteurs publics et la régie, malgré les contraintes du code des marchés publics. Donc on a travaillé pendant de nombreuses années à essayer de garder cette logique, de ne pas passer dans une logique de prestataire, mais bien garder une logique de partenariat. Et notre conviction, c'est que le code des marchés publics le permet. Donc on pourra y revenir, mais c'est toutes ces logiques de marché d'insertion, de marché réservé, toutes ces logiques de sourcing, c'est-à-dire qu'on a le droit de discuter du marché avant avec le donneur d'ordre, dans une logique justement de partenariat. C'est possible aussi pour un acheteur d'allotir et donc de choisir des lots d'une taille géographique qui soit raisonnable pour que des petits acteurs y participent. Bref, c'est tous ces éléments-là sur lesquels on a travaillé et qui font qu'aujourd'hui, pour répondre à la question de Lohan, le modèle des régies
c'est de s'appuyer pour des structures qui sont assez grosses finalement, pour des structures associatives, puisqu'elles font à peu près 1 500 000 € de budget, c'est de s'appuyer à 70-80% sur du chiffre d'affaires qui vient très majoritairement de marché public. Donc toutes les régies de quartier ont entre 5 et 6, 7 marchés publics avec les collectivités et avec les bailleurs, vraiment dans cette logique de faire de la commande publique, pas seulement l'achat d'une prestation, mais un vrai levier d'action politique pour favoriser le développement économique local, le tissu associatif local, l'emploi d'habitants de quartiers populaires, l'insertion par l'activité économique bien sûr, etc. Merci beaucoup Tarek. Et Inde, du côté de Sodexo, les achats inclusifs, c'est votre quotidien. Comment ça se passe pour un grand groupe, cette dynamique? Alors, pour pouvoir illustrer de manière très concrète la manière dont ça se passe chez nous, je souhaite partager en fait 2 exemples qui illustrent bien notre démarche dans les achats inclusifs. Le premier concerne un partenariat que nous avons développé depuis 17 ans avec une structure d'insertion qui s'appelle Pain et Partage, qui est une boulangerie bio, locale et solidaire, puisque leur statut est d'insérer par l'activité économique des personnes éloignées de l'emploi. Donc on travaille avec eux à Marseille depuis 17 ans pour la fourniture des 320 écoles de la ville. Et tout au long de ces 17 années, notre partenariat s'est intensifié au fur et à mesure des années. Et pour vous donner un ordre d'idée de coopération très importante, nous avons co-construit ensemble des solutions. En 2011, la ville souhaitait passer le pain en bio et Pain à Partage n'avait pas d'offre bio. Donc en fait, nous avons travaillé ensemble pour développer la filière de pain bio et local. C'est une demande supplémentaire que l'on a faite à ce partenaire et ça reflète bien en fait notre démarche qui est de toujours accompagner nos fournisseurs pour aller vers ce que demande le marché, vers ce que demandent nos clients, plutôt que de changer de fournisseur au gré des demandes ou des attentes. Donc ça a été un dossier où nous avons travaillé avec Pain et Partage sur l'aspect technique, commercial, économique, puisque nous les avons soutenus économiquement pendant la période de conversion vers le bio. Et finalement, nous avons vraiment travaillé avec eux l'ensemble de leur offre, de leur positionnement, pour aller vers des blés locaux produits dans la région de PACA. Et finalement, quand on a fait tout ce travail avec eux, Pain et Partage a décidé de basculer l'ensemble de sa production sur le bio, et pas uniquement les volumes pour Sodexo. Et à chacune des étapes, on va dire, de développement de nos partenaires, on a comme ça des coopérations qui se créent, qui sont vraiment liées sur la confiance, la sérénité, la capacité pour nous à leur donner de la visibilité pour qu'ils puissent aussi s'engager dans leurs projets. Et par exemple, quand Pain et Partage a décidé de sortir de Marseille et d'aller à Bordeaux, eh bien, ils savaient qu'ils pouvaient déjà compter sur nous. Et l'acheteur régional du Sud-Ouest a pris le relais de son collègue de la région PACA et a de nouveau accompagné la nouvelle structure naissante pour arriver à faire en sorte que les produits soient référencés dans nos restaurants, connus par nos clients, par nos opérationnels, et qu'on puisse de nouveau redévelopper un partenariat. Donc aujourd'hui, on achète 2,5 millions de petits pains à Pain et Partage tous les ans, et on est leur premier client. Ils ont le projet de se développer en Île-de-France, et ils savent qu'ils peuvent déjà compter sur l'expertise et le support de l'acheteur de l'équipe Sodexo en Île-de-France pour là encore les aider à affiner leur positionnement. Que demande le marché? S'ils installent un atelier de boulangerie, finalement quel serait le meilleur endroit pour se positionner? Quel type de client ils devraient cibler en priorité? Voilà, donc je pense que ça illustre le travail d'accompagnement qui est nécessaire pour ce type de structure, parce qu'on ne peut pas gérer ses fournisseurs comme un fournisseur standard qui reçoit un appel d'offres et qui va répondre. Vraiment, pour arriver à mettre en place ce type de partenariat et qu'il soit vraiment impactant, il faut qu'il y ait toute cette reconstruction ensemble en permanence. Un deuxième exemple que je peux citer, c'est notre partenariat avec la ferme de Béthanie. Donc la ferme de Béthanie est un établissement médico-social qui insère et forme des personnes en situation de handicap et des professionnalise pour aller dans des industries agroalimentaires.
Donc en 2014, ils souhaitaient lancer un atelier de production de yaourt pour valoriser le lait de la ferme. Et là, on a travaillé ensemble pendant 2 années avec les acheteurs régionaux de Normandie pour là encore les aider à développer une gamme qui est adaptée aux besoins de la restauration collective en termes de grammage, de recettes, de positionnement, etc. Donc ça a quand même pris 2 ans pour que cet atelier soit effectif. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, c'est la cohérence globale du projet qui a été considérée, puisque en même temps que la gamme et le positionnement, tout l'aspect impact environnemental, bien-être animal a été considéré. Et aujourd'hui, donc en fait, les gammes sont lancées. Nous travaillons avec la ferme de Brittany depuis 5 ans maintenant. Et chaque année, nous achetons 500 000 pots de yaourt qui sont référencés dans 200 restaurants Sodexo. D'abord dans un premier temps en Normandie et maintenant en Île-de-France. Donc voilà les 2 exemples que je souhaitais partager pour montrer de manière très concrète comment un grand groupe peut travailler avec des structures issues des achats inclusifs. Merci beaucoup Inde. Justement, cette notion d'accompagnement, elle est clé. Et Christophe, vous pouvez en parler parce qu'avec les JO, il y a toute une méthodologie d'accompagnement qui a été mise en place. Selon vous, comment cette méthode et ces outils peuvent servir le plus grand nombre au-delà du cadre des JO? Alors, en effet, on a développé une méthode assez précise, assez opérationnelle, assez concrète d'accompagnement. C'est une plateforme, il y a 2 versants de la plateforme. Le premier versant, c'est les décideurs. C'est les donneurs d'ordre et c'est important pour nous d'être vraiment main dans la main, là aussi assez tôt dans la programmation et dans la définition de la stratégie, de la planification même du modèle de Paris 2024 pour faire en sorte qu'avec les directions opérationnelles qui vont prescrire leurs besoins d'achat au moment venu, avant même qu'on puisse discuter avec les acheteurs, avec la direction des achats opérationnels, on puisse travailler avec eux sur le fait que les grandes orientations stratégiques qui vont être prises puissent déjà d'une certaine manière réfléchir un peu le futur positionnement des entreprises de l'ESS. Et donc on travaille de manière assez quotidienne avec l'ensemble de ces donneurs d'ordre. Les 2 principaux que j'ai cités tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plus d'une trentaine sur le projet des JO. Il y en a des grands, il y en a des petits, il y en a des publics, il y en a des privés, il y en a qui sont plus ou moins aguerris avec ce qu'est l'ESS, ce que sont les entreprises sociales inclusives. Donc il y a un gros travail de marquage à faire auprès de l'ensemble de ces interlocuteurs. Et la trentaine de donneurs d'ordre que je mentionne ne concerne que le projet des Jeux, je dirais, dans son premier rideau, à savoir les 7 milliards de retombées économiques qu'on attend sur les sites qui vont accueillir les épreuves olympiques et paralympiques. Il va y avoir sur l'ensemble des territoires français, après Tokyo, c'est-à-dire non pas en septembre de cette année, mais en septembre de l'année prochaine, il va y avoir un certain nombre aussi d'actions événementielles qui vont être conduites sur les territoires, d'actions de rénovation des équipements sportifs qui vont être impulsées par des collectivités locales, d'actions de soutien des acteurs du sport inclusif, des acteurs associatifs, donc locaux. Et donc vous voyez que sur l'ensemble de ces territoires, au-delà même des sites qui vont accueillir les épreuves, 90% ici à Paris et à l'échelle du Grand Paris, il va y avoir des retombées économiques attendues. Donc c'est important qu'on puisse marquer auprès de l'ensemble de ces décideurs de l'ordre un accompagnement sur mesure. Et puis plus on avance dans la chaîne opérationnelle, plus notre accompagnement devient technique et méthodologique auprès des acheteurs. Faire en sorte qu'en effet, tu as commencé à en parler Tarek, qu'on puisse mobiliser tous les leviers, tous les aspects sociaux de la commande publique pour faire en sorte que dans les spécifications, l'écriture des spécifications et des prescriptions, que dans l'écriture du corpus, du dossier de consultation en tant que tel, et puis dans l'établissement des différents critères d'attribution, de notation, d'instruction aussi, on puisse de la même manière réfléchir les entreprises de l'ESS de manière à ce que ce soit plus facile pour elles ensuite de répondre, de se lancer dans des constitutions de réponse. De l'autre côté de la plateforme, l'autre versant, c'est auprès des entreprises de l'ESS elles-mêmes. Faire en sorte qu'en effet elles puissent se référencer au sourcing qu'on souhaite qualifier le plus possible. Il y a déjà toute une batterie d'outils, il y a déjà toute une batterie d'annuaires, de solutions, d'entreprises qui existent. L'idée, c'est pas qu'on vienne se substituer à ce qui existe déjà, l'idée, c'est qu'on s'appuie sur tout ce qui existe, mais qu'on essaye de le qualifier dans la perspective très précise de l'expression de besoin d'achat de Paris 2024. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier niveau de référencement, mais de référencement personnalisé, ce qui suppose, d'autant plus dans le contexte de crise, de sortie de crise, de préparation à la sortie de crise, ce qui suppose d'actualiser beaucoup la qualification de la connaissance sur la situation, la santé économique des entreprises. Donc c'est quand même un travail assez fin et assez important. Et puis, ça ne peut pas être suffisant. Le référencement et le sourcing qualifié, ça ne peut être qu'une première étape. Il faut qu'ensuite, on aille accompagner ces entreprises de l'ESS, notamment à structurer des groupements, des consortiums, pour faire en sorte que les consortiums
Le moment venu, quand la consultation a lancée, c'est déjà trop tard. Si le consortium ne s'est pas un peu maturé, n'a pas répondu sur des marchés intermédiaires, n'a pas structuré sa coopération, n'a pas fait évoluer son offre conjointe de production et de valeur. Et donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps d'autant plus si on est exemplaire sur beaucoup de secteurs d'activité. Et pour répondre plus directement à la deuxième question, tout ce dispositif, il existe. Tout cet outillage, il existe. Encore une fois, il s'appuie sur beaucoup d'initiatives qui préexistaient au projet des jeux, mais ça permet d'amplifier un petit peu la dynamique. Et donc maintenant, le projet des jeux, c'est dans 4 ans. Le message, il ne faut pas qu'il soit complètement inaudible dans le contexte dans lequel on est de préparation de la relance. Et donc l'ensemble des acteurs publics, les services de l'État au niveau national, les acteurs publics territoriaux au niveau des collectivités locales, et aussi des grandes entreprises dans leur politique d'achat privée, je dirais que maintenant que cet outillage, cette méthodologie, ce dispositif d'accompagnement de plateforme d'un côté auprès des décideurs, de l'autre auprès du tissu économique qui existe, il peut être mis bien sûr au commun de tous ceux qui veulent s'en saisir. Et puis ensuite, on regarde de manière un peu spécifique, en fonction des familles d'achat qui vont être concernées, en fonction de l'objectif volontariste qu'on souhaite atteindre, en fonction des acteurs qui sont sur un territoire circonscrit quand on est sur une échelle de collectivité locale, on regarde comment est-ce qu'avec des modalités un peu différenciées, on peut activer des choses de manière rapide. Et donc effectivement, tout cet appareillage, d'une certaine manière, peut être complètement arrimé au plan de relance au pluriel, à la fois au niveau national et au niveau territorial, aux différents niveaux de collectivité locale, mais aussi, bien sûr, auprès des grandes entreprises qui souhaiteraient s'en saisir. Merci beaucoup, Christophe. Et pour entrer un peu dans les coulisses des achats, Tarek, justement, dans cette logique des JO 2024, vous avez monté ces consortiums-là, vous avez participé. Et je voulais nous raconter un peu comment vous êtes passé des achats publics à cette logique d'achat plutôt privé. Alors, ce qu'a dit Christophe est important, parce que sans doute que s'il n'y avait pas eu tout ce travail de sensibilisation, un peu d'évangélisation autour de ces sujets-là, on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait. Parce que ces sujets d'achat inclusif, de commande publique, etc., sont souvent très mal connus, un peu simplifiés, ils font un peu peur, ils effraient beaucoup, donc on a beaucoup de mal à embarquer des nouveaux entrants sur ces sujets-là. Petite introduction avant de rentrer dans le détail, c'est que dans le cadre des JO, on est sur une logique de grands travaux. On est sur un programme de grands travaux, voilà, il y a des budgets faramineux, il y a tout un tas de corps de métiers qui derrière vont essayer de profiter de cette manne-là. Nous, c'est quelque chose, pour les achats publics comme privés, c'est excessivement important, c'est des volumes très importants. On avait nous un peu de recul là-dessus, un peu de scepticisme aussi, puisque ça fait une quinzaine d'années qu'il y a des programmes de grands travaux assez réguliers, qui sont les programmes liés à la rénovation urbaine. Tout ce que Jean-Louis Borloo avait lancé, vous savez, dans les quartiers, on détruit les tours, on reconstruit les quartiers un peu différemment, donc tout ça, c'est des gros volumes qui génèrent énormément d'activités. Et en fait, la rénovation urbaine a été la première politique publique qui a affiché un objectif. Christophe a évoqué les 25%. C'était la première fois qu'il y avait une charte qui disait si vous voulez être attributaire d'un marché pour la rénovation urbaine, il faudra que vous vous engagiez à ce que ces 5% des heures soient attribuées à des structures d'insertion associative du coin, etc. Donc c'était hyper ambitieux et assez enthousiasmant, et en l'occurrence ça a été moyennement réussi. Il y a un rapport du ministère de la Ville qui avait tenté de faire le bilan de cette première vague de la rénovation urbaine pour dire bon, qu'est-ce qu'elle a donné cette charte. Et en fait, le constat qui était sorti, c'était que quantitativement, ça avait très bien marché. Donc en effet, les heures qui étaient demandées, elles avaient été atteintes, voire parfois dépassées. Donc en effet, il y a plein d'heures qui avaient bénéficié à des structures d'insertion. En l'occurrence, c'était centré sur l'insertion. Mais que qualitativement, ça n'avait pas du tout marché. Et donc qualitativement, les structures d'insertion n'y avaient pas trouvé leur compte, parce qu'elles n'avaient pas réussi à construire des parcours, à avoir de la visibilité, à prévoir un peu les choses. Pourquoi? Parce que si on schématise sur cette logique de grands travaux, donc vous avez une ville, Saint-Ouen, je dis un truc au hasard, qui lance un programme de rénovation urbaine. Il lance un grand marché pour faire ça, et c'est une entreprise qui est retenue, une entreprise du bâtiment, un promoteur immobilier qui est retenu. Et l'obligation des 5%, elle retombe sur l'entreprise du bâtiment. C'est pas la collectivité elle supervise, mais c'est l'entreprise du bâtiment qui a la charge de sécuriser ces 5% de leur insertion. Et donc cette entreprise-là, elle voit évidemment ces 5% comme une contrainte. Voilà, on lui impose cette obligation, elle n'avait rien demandé, tant bien que mal, elle va essayer de la remplir, et donc elle la remplit sans du tout se préoccuper de ce que c'est que l'insertion, de la réalité d'une structure d'insertion, etc. Donc en effet, elle fera des quantiques, souvent en saucissonnant, souvent en prenant des petits bouts, souvent en s'y prenant tardivement, bref, sans vraiment de considération pour le secteur concerné, à savoir le secteur de l'insertion. Et donc la conviction qui est sortie de tout ça, c'est que pour que ça marche, les entreprises doivent être des parties prenantes de tout ça. Voilà. Ne doivent pas se considérer comme une contrainte qu'on rajoute à notre marché, je sais qu'il y a des contraintes en France,
Il nous rajoute une norme, il ne faut pas qu'on vous rajoute une contrainte, il faut que vous compreniez l'intérêt de cette contrainte pour le développement économique local du territoire et que vous en saisissiez totalement. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Paris 2024. Donc en l'occurrence, c'était sur le village olympique. Et on trouvait que c'était intéressant d'essayer de nous positionner dans un consortium qui allait répondre sur les lots du village olympique, parce que voilà, grands travaux, beaucoup de chantiers, etc. Et beaucoup de chantiers sur la Seine-Saint-Denis. Donc nous, on a 7 régies de quartier sur la Seine-Saint-Denis qui couvrent assez bien. Et on trouvait que c'était intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que si on était dans un consortium lauréat, c'était la garantie, évidemment, que des habitants allaient être embauchés pour travailler sur les Jeux Olympiques, donc ça allait créer de l'emploi. Voilà, les régies, elles n'emploient que des habitants des quartiers. Donc c'était la garantie que ces emplois-là, ces 25%, ils allaient bénéficier à, entre guillemets, de vrais habitants. Et la deuxième conviction assez forte qu'on avait, c'était que c'était en fait indispensable de réussir ce volet-là pour réussir l'acceptabilité des Jeux Olympiques dans le 93. Et le 93 a été assez marqué par le Stade de France, tout ce que ça a généré en termes de travaux, en termes d'emploi, etc. Et tout ce que ça a raté aussi en termes d'embarquement du territoire. Si vous connaissez Saint-Denis, vous voyez, c'est encore le cas aujourd'hui. Tout le coin autour du Stade de France, ça paraît être un îlot un petit peu à part, un peu déconnecté du reste de la ville. Et donc, si ça ne crée pas d'emploi, si les habitants n'ont pas l'impression d'y contribuer à ce projet des Olympiques, la conviction, c'est que ça ratera quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de mobilisations anti-JO dans le 93, justement liées à tout ça. Et donc, on s'était rapproché d'un consortium en leur disant, faites un partenariat, intégrez-nous dans ce partenariat-là, et engagez-vous à ce que votre objectif de 25%, vous l'assuriez grâce au régie de quartier du 93, ce qui sera la garantie que vous mobiliserez des PME, ce que nous sommes, des structures de l'ESS, ce que nous sommes, et des structures qui font de l'insertion en embauchant des habitants des quartiers populaires du 93, ce que nous faisons. Et donc on a eu la chance de bien choisir et de tomber sur un consortium en ICAD, enfin, le groupe Caisse des dépôts avec son promoteur immobilier ICAD, qui a été lauréat d'une partie du village olympique. Donc la première partie elle est réussie, on n'a rien fait encore pour l'instant, donc il faudra voir comment ça se décline. Et notamment, il faudra voir comment, très opérationnellement, on construit ce partenariat entre les entreprises de travaux et les régies de quartier. Et donc, on est en train d'y réfléchir, notamment, désolé pour le terme, en termes de comitologie. Alors, comment est-ce qu'on suit ça? Comment est-ce qu'on est capable de dire, nous, structures d'insertion, nous, structures associatives, si ça déconne, parce que la rénovation urbaine ne permet pas du tout, bref, d'avoir des moments d'échange un peu réguliers et de vraiment construire ensemble qu'une régie soit capable de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, de travailler sur les déchets du bâtiment. J'ai une équipe qui peut le faire. L'horizon qui m'irait, c'est tel horizon. Je pourrais mettre 10 personnes dessus, etc. etc. Bref, de rendre opérationnel cette vraie logique de partenariat, ce qui, à notre avis, est indispensable pour que ça fonctionne réellement au-delà des chiffres et des heures réalisées. Merci beaucoup pour cette vue des coulisses. Et de l'autre côté, du côté grand groupe, Inde, est-ce que vous pouvez nous partager quels sont les facteurs clés de succès pour la mise en place d'achat inclusif? Alors, je vais partager les facteurs clés que j'ai vus chez Sodexo dans notre univers, et puis après, je pense que selon le secteur, ça peut bien sûr varier. Je pense que chez nous, ce qui fait la différence et qui fait qu'on a eu quelques partenaires qui sont particulièrement, on va dire, pérennes dans la durée et qui ont vraiment eu de très bons impacts, c'est l'accompagnement que l'on a pu mettre en place avec ces structures. Et qu'on avait des acheteurs qui étaient vraiment présents au niveau de la région et qui connaissent vraiment tout leur territoire. C'est vraiment l'ancrage territorial de nos achats. Et cela permet d'avoir un suivi personnalisé de ces structures pour s'assurer que vraiment, chaque fois qu'il y a une difficulté ou qu'il y a des décisions à prendre, cette coopération et cette proximité du quotidien permet de vraiment continuer à travailler dans la confiance et en très fort partenariat. Puisqu'en fait, notre équipe achat, on a des achats nationaux qui sont des experts de la catégorie et des acheteurs régionaux. Et donc en fait, on a, de notre expérience, on a vu que les acheteurs régionaux étaient vraiment les bonnes personnes pour suivre en général nos fournisseurs locaux et ces structures qui ont besoin de plus d'accompagnement qu'un grand groupe, on va dire, qui connaît les règles du jeu, de la restauration collective, etc. L'autre point, c'est la cohérence globale du service ou de la gamme que l'on achète à ces entreprises. C'est-à-dire qu'on les challenge beaucoup aussi pour s'assurer que ce qu'elles vont nous fournir correspond vraiment aux besoins du marché. C'est parce que pour nous, après, on se transforme en ambassadeur de ces entreprises auprès de nos clients.
Et il faut que nos clients ils acceptent de prendre, on va dire, cette gamme ou ce service avec souvent un surcoût qu'il faut reconnaître. Mais en fait, il y a tout un aspect de différenciation et de valorisation derrière. Donc, c'est-à-dire, c'est le produit, il est bio ou il est local, il a été fabriqué dans telle et telle condition. Donc, il y a vraiment tout un aspect de valorisation des conditions de production de ce que l'on va acheter, des conditions sociales. Donc, il y a vraiment tout un aspect d'aider ces structures à communiquer sur leur valeur ajoutée. Parce que quand on prend le temps de bien communiquer et d'expliquer aux clients qui est ce fournisseur, et pourquoi on lui propose dans son restaurant d'avoir ce fournisseur-là, eh bien on a un taux de succès qui est plutôt bon. Mais ça demande donc une excellente connaissance de cette structure et la capacité de la mettre en valeur, tout ce qu'ils font de positif. Merci beaucoup Inde. Merci à vous pour cette présentation de ce qu'est un achat inclusif et toutes les formes que ça peut prendre. On va passer aux questions du public. Voir un petit peu quelles sont les questions que vous avez envie de poser. On a un petit souci technique. Est-ce que quelqu'un... Ouais. Alors, je voulais savoir, donc ça c'était plutôt à Régie Quartier, est-ce que vous appuyez nécessairement ou est-ce que c'est exclusif du coup des dispositifs d'État qui régissent les quartiers, vous savez, les UP, les ZEP, voilà. Ou est-ce que ça peut être n'importe quel quartier d'une ville qui a besoin d'être dynamisé aussi sur l'emploi, indépendamment de ces cartographies qui existent et qui sont organisées et réglementées? Alors, pour répondre rapidement, on n'est pas lié par la géographie prioritaire. On est un dispositif, comme on dit, qui vient d'en bas. Donc on accompagne des volontés locales, des collectifs d'habitants, des volontés de ce type-là, mais on est un dispositif qui n'a de sens que sur des territoires qui en ont besoin. Pour répondre très vite, on vous a déjà demandé de faire des régies de quartier dans le 16e arrondissement, dans le 9e arrondissement, on a refusé. Voilà, on a dit que ça n'a pas de sens. Après, il y a des régies dans des territoires extraordinairement variés, peu importe la géographie prioritaire. Est-ce que vous en avez dans les Yvelines? Oui, je viens de répondre à ça. Merci beaucoup, on a retrouvé toutes les questions. La première, c'est difficile à comprendre que l'État qui finance par ailleurs l'insertion ne soit pas exemplaire sur les achats inclusifs. Comment expliquer tout ça? Je me suis lancée. Je me lance. Alors, effectivement, on pourrait penser que les services de l'État ont un rôle à jouer en termes d'exemplarité sur leur politique d'achat, la politique au pluriel là aussi. C'est un contexte de passation d'achat, quand je dis les services de l'État, qui est quand même très très complexe. Malgré tout, on a une fenêtre d'opportunité avec la fin de l'année qui arrive et le démarrage de l'année 2021, puisqu'on a un schéma cadre de promotion des achats responsables. Les achats responsables qu'on va essayer, peut-être avec l'ensemble des acteurs concernés, d'élargir, parce que l'appellation achat responsable est un peu galvaudée maintenant, d'élargir pour la préciser autour des enjeux d'inclusion, de solidarité et de développement local. Le contexte évidemment du plan de relance va nous y aider, on l'espère. Le contexte des grands projets aussi, et cet exemple avec les JO, va aussi nous y aider. Il y a, je ne rentre pas dans les détails sur le contexte de passation des achats, simplement pour vous dire qu'entre ce qui relève des achats interministériels ou ce qui relève des achats plutôt anciens des différentes entités ministérielles, il y a des problématiques différentes en fonction du volume aussi des achats qui sont passés, en fonction des secteurs d'activité. Et donc il y a malgré tout, évidemment un constat aujourd'hui qui est une marge de progrès, mais il y a une dynamique qui tend vers une exemplarité, et ce schéma sur lequel on va s'activer en termes de rédaction collective, avec tous ceux qui peuvent contribuer, tous ceux qui souhaitent contribuer, tous ceux qui peuvent amener des exemples un peu probants, un peu positifs de réussite exemplaire sur les achats inclusifs et locaux, pour faire en sorte qu'à partir de 2021, on puisse être sur une démarche un peu plus quand on parle des achats nationaux. Pour compléter, c'est vrai que si vous regardez les chiffres sur la commande publique responsable, c'est l'État qui est le plus mauvais élève. Les collectivités font beaucoup mieux, et les sociétés HLM publiques font beaucoup mieux. Bref, les acteurs locaux en fait font beaucoup mieux, et toute l'innovation et tout ce qu'on a réussi à glaner comme retour d'expérience réussi, ça vient du local plutôt que de l'État. Deux petites raisons. La première, c'est que c'est une grosse machine d'État, donc c'est compliqué à faire bouger, et que c'est un sujet qui malgré tout est assez complexe. Donc il y a un changement de culture à opérer, qui se fait souvent dans les collectivités, qui a plus de mal, qui prend plus de temps à se faire au niveau de l'État. C'est assez normal, mais c'est un vrai changement de paradigme en fait que de réfléchir comme ça. Donc ça, c'est sans doute le premier point. Et le second, c'est que l'État, à la différence d'un acteur local,
en fait, l'acteur local, il voit très bien les conséquences de sa politique d'achat sur le territoire. Le développement économique local, le développement de structures du territoire, l'emploi d'habitants du territoire, c'est quelque chose qui lui parle très directement. Peut-être que le fait que l'État soit à un niveau plus haut, ça rend tout ça un peu plus abstrait, et donc ça n'aide pas aussi à mobiliser les gens derrière ces objectifs-là. Mais en effet, comme disait Christophe, il y a un peu de volontarisme en ce moment, et c'est vrai que l'État est le mauvais élève. Merci. On a une question pour Sodexo. Avez-vous réalisé une étude d'impact global de vos achats au-delà de ces deux belles histoires? Ou, une deuxième question de s'appeler, comment éviter le social washing et le storytelling? Alors en fait, par rapport aux achats, effectivement, les achats inclusifs, c'est une des actions de notre feuille de route, mais ça s'inscrit dans la démarche achat responsable de Sodexo. C'est vrai qu'au niveau des achats responsables, ça fait déjà de nombreuses années qu'on essaye d'être en permanence dans des engagements, on va dire, toujours un peu précurseurs sur le marché. Donc en fait, sur un certain nombre d'aspects d'achat alimentaire, comme la pêche durable, comme le bien-être animal, etc., on a en général pris des engagements un peu en avance de notre secteur. C'est un travail de longue haleine, parce que, bien entendu, il y a beaucoup de choses à changer, et je pense qu'il y a quand même une dynamique qui s'installe en ce moment. On va dans le bon sens, on va dire. Il y a énormément de choses à faire, et on a des études d'impact qui sont faites par de nombreuses, on va dire, auditeurs externes ou des ONG, qui à la fois reconnaissent quand on a fait des avancées sur des sujets où ils sont experts et qui nous challenge en permanence pour qu'on aille chercher toujours plus de résultats et d'engagement. Donc en fait, sur la plupart des critères que nous suivons au niveau des achats responsables, on s'appuie aussi sur des organisations qui nous font évoluer et qui nous aident. Donc voilà, c'est ce que je dirais en fait en termes de bilan, c'est d'aller toujours chercher un avis externe qui en permanence va nous aider à évoluer. Et peut-être une dernière question avant de terminer cette masterclass. Pensez-vous qu'une obligation légale d'achat inclusif et durable ne serait pas plus efficace que le bon vouloir des grosses entreprises? Donc, Loane, vous pouvez répéter la question pour que je comprenne bien la nuance? Ouais, pensez-vous qu'une obligation légale à faire des achats inclusifs et durables serait plus efficace que simplement le bon vouloir des entreprises qui se mettent sur le marché? Je pense qu'on a eu la même question ce matin sur les marchés publics. Sur est-ce qu'il faudrait une obligation légale d'avoir des achats inclusifs à un certain seuil? Je vous donne mon avis, et c'est vraiment mon avis personnel. Je pense qu'il faut quelque chose pour servir de catalyseur, c'est-à-dire qu'il faut aider à mettre le pied à l'étrier pour que cette dynamique s'installe et que demain les entreprises des achats inclusifs soient aidées et épaulées et accompagnées pour prendre leur place sur le marché. En revanche, je pense qu'il est important qu'elles restent dans un univers concurrentiel qui leur permette de se frotter en permanence à la réalité de leur secteur d'activité. Parce que sinon, le danger, l'immense danger, c'est qu'au fur et à mesure, elles se déconnectent et qu'elles n'aient plus la bonne compétitivité pour gagner les marchés. Nous, en fait, quand je parlais de partenariats qui ont eu du succès, ce sont ceux où on a vu des structures qu'on a accompagnées au départ parce qu'elles avaient besoin d'un coup de main, on va dire, pour être au même niveau d'accès à l'information, de compréhension du marché de la restauration collective. Mais ce qui a été important, c'est quand elles ont commencé à gagner plus de marchés que ce qu'on avait initialement prévu pour elles. Parce qu'elles ont une offre ou un positionnement qui a du sens et qui plaît à nos clients. Donc je suis très partagée par rapport au fait de mettre une obligation. Pour moi, en fait, il faut donner les moyens, inciter et peut-être mettre un premier niveau d'accès pour que tout le monde s'empare du sujet et l'inscrire dans sa feuille de route des achats. Et je pense que les achats sont une manière extrêmement puissante de transformer la société dans le sens que l'on veut. Mais après que tout soit géré par des obligations légales et des quotas, ça risquerait de se retourner contre les entreprises qui, je pense, méritent leur place
dans l'univers concurrentiel sans être dans une politique d'assistanat. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Merci beaucoup. Peut-être pour clôturer justement, si certaines ont envie de mettre dans leur feuille de route cette notion d'achat inclusif, ce serait quoi votre conseil, votre mot de la fin que vous aimeriez partager à ceux qui nous écoutent? Alors le conseil que je partagerais, c'est le fait de prendre ce sujet au-delà des achats. Donc je ne sais pas s'il y a des acheteurs ou des responsables des achats dans la salle, mais ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un sujet porté par l'équipe achat uniquement, mais que c'est indispensable que les opérations, que les membres du comité exécutif et les autres décideurs de l'entreprise soient vraiment au courant de ce sujet, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient onboardés. C'est ce qui permet d'embarquer et de prendre après des arbitrages qui sont en faveur du développement des achats inclusifs. Voilà, donc ça serait on va dire mon conseil pour développer des achats inclusifs en entreprise. Peut-être deux remarques plutôt que deux conseils. La première, d'ailleurs, ça va permettre aussi de donner mon avis sur la question précédente. Je pense que la première remarque, c'est avant tout de cibler et de prioriser les choses. Peu importe d'ailleurs où on part, quand on souhaite se lancer dans une dynamique un peu structurante de politique d'achat interne, plus inclusive, plus solidaire, plus locale, en réalité, si on brasse à 360, on y arrivera difficilement. C'est pour ça qu'une obligation légale exogène, en réalité, a assez peu de valeur et je crois, sans préjuger évidemment, aura assez peu d'impact. En revanche, si on a une stratégie plutôt ciblée et priorisée par grande famille d'achat, c'est là qu'on peut avoir une approche beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus concrète, qui tienne en effet compte de la réelle capacité, de la réelle maturité à faire des entreprises de l'ESS. Parce qu'il y a aussi ce gros enjeu, on n'a pas eu le temps d'en parler. J'en ai un peu parlé tout à l'heure quand je parlais du sourcing qualifié. Il y a véritablement cet enjeu-là, si on veut être sur une politique beaucoup plus volontariste en matière d'achat inclusif, ça vaut notamment pour dans l'ordre privé. Il y a cette véritable enjeu de ne pas mettre en péril les entreprises de l'ESS et donc à sécuriser ce qu'elles seraient en capacité de proposer sur des offres un peu concurrentielles quand elles répondent à des marchés publics ou à des marchés privés. La deuxième remarque, ça rejoint effectivement ce qui a été dit par Inde, c'est le fait de se dire que finalement une politique d'achat, notamment quand on parle de moi en réalité, ça ne doit pas être un sujet d'acheteur. Ça peut paraître trivial de le dire comme ça, mais c'est tout à fait fondamental en termes de conditions pour que ça fonctionne. Il faut que ce soit porté à un niveau, il faut que ce soit très transversal comme préoccupation, même si ça n'est qu'un levier politique un peu sur notre support. En réalité, il faut le considérer à très haut niveau en termes de stratégie, de gouvernance globale d'entreprise. Et je pense que c'est une condition sur laquelle on peut travailler avec certaines entreprises qui ont déjà un petit temps d'avance sur l'action en fait partie notamment. Alors, très modestement. D'abord, sur les achats inclusifs, il y a énormément d'idées un peu préconçues, de préjugés, et en fait, sans doute commencer par se dire que toutes les idées qu'on peut avoir sont fausses, que c'est trop cher, que c'est mal fait, que ça prend plus de temps, que c'est de l'assistanat, que la structure sera fragile. Il y a tellement d'idées reçues que chaque idée reçue est un frein assez significatif pour embarquer quand même collectivement les services achats ou les autres services des structures. La deuxième remarque, ce serait sans doute de dire aussi que c'est peut-être une bonne chose d'y aller progressivement, de commencer par une espèce de pilote, de poisson pilote. Et ce qui est intéressant dans les achats inclusifs, c'est que ça permet d'inscrire quand même les entreprises dans leur tissu économique local. Et donc d'en faire des acteurs aussi à part entière du développement économique local. Et nous, ce qu'on observe, c'est que quand il y a des boîtes qui ont un partenariat assez ancien, assez structuré avec la régie de quartier, tout le monde en profite, ça rayonne, même au-delà du simple fait que c'est super, vous avez donné un marché à la régie. Tous les habitants connaissent la boîte, tout le monde a bossé avec eux, il y a des coups de main qui se font, bref, ça crée du partenariat local, et pour une entreprise, ça lui donne aussi une espèce d'assise qui est au-delà de son simple statut d'entreprise, mais qui est d'acteur, d'acteur à part entière du développement économique local et du développement social local. Et la dernière chose, c'est que de notre point de vue, le prix est un très mauvais critère pour juger de la bonne réponse à un marché public ou à un marché privé d'ailleurs. C'est un critère évidemment, mais c'est ce qui a un peu sans doute gêné le développement des achats inclusifs ces dernières années, c'est que c'est arrivé concomitamment à des contextes économiques assez difficiles, des collectivités hyper endettées, un État hyper endetté. Donc on en est venu à faire du critère du prix l'alpha et l'oméga de toute réponse à un marché public, ce qui est évidemment difficile quand on veut avoir une politique d'achat inclusif qui ne prenne pas que ça en considération. Merci beaucoup pour ces témoignages et retours d'expérience qui sont très inspirants et qui
j'espère vous donner quelques pistes, quelques idées sur les notions d'achat inclusif. Si vous dites ça y est, je suis prête à y aller, sachez que le gouvernement a mis en place une plateforme qui s'appelle la place du marché de l'inclusion, qui est une plateforme numérique qui met en relation les offres commerciales des structures inclusives avec les besoins des entreprises. C'est une plateforme qui aujourd'hui est évidemment en expérimentation sur 3 territoires, Hauts-de-France, le Grand Est et Île-de-France. N'hésitez pas à aller dessus, à tester, à faire vos retours. C'est une plateforme qui se veut être utile au plus grand nombre, donc c'est en la construisant ensemble que ça fonctionnera. Et si vous avez envie aussi de contribuer à ce grand mouvement d'inclusion, comme ça a été très bien dit, c'est en faisant ensemble, c'est en accompagnant, c'est en travaillant comme des partenaires et en construisant ensemble qu'on arrive à avancer. Donc on vous invite aussi à rejoindre le mouvement La France Une Chance qui soutient toutes ces dynamiques d'inclusion par l'emploi dans les territoires. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, plus de rencontres, plus de moments d'inspiration sur ces sujets, vous pouvez retrouver les autres étapes de l'Inclusive Tour le 10 septembre à Nantes et le 14 octobre à Lyon. Merci beaucoup à vous d'avoir assisté à ces 3 masterclass. C'est déjà la fin de l'étape parisienne de l'Inclusive Tour. On espère vous retrouver très bientôt. Et vous avez la plénière de clôture qui a lieu à 17h30 avec le grand oral des députés sur le plan de relance. N'hésitez pas à y aller. C'est